Bonjour, petite vidéo pour vous faire un point rapide sur la chronologie de l'Angleterre médiévale, sur notre période de l'âge féodal, 11e, 13e siècle, que je vais plus ou moins cibler sur la période 1066-1264. Donc, présentation rapide, je ne suis pas un spécialiste de l'Angleterre médiévale, mais qui vous donnera de quoi vous faire une petite chronologie et avoir l'essentiel sur le sujet pour une deuxième année de licence. Alors en introduction, je ne reviens pas trop, mais on va dire que l'Angleterre avant le XIe siècle a connu beaucoup de migrations. Bien sûr, il y a les migrations des Angles et des Saxons au début du Moyen-Âge, à la période des grandes migrations germaniques, qu'on retrouve sur cette carte ici, qui avait entraîné le départ des Bretons vers la Bretagne actuelle. Et donc on va dire que la première civilisation de l'Angleterre médiévale, c'est une civilisation anglo-saxonne. Mais c'est pas celle qui va s'imposer finalement au cours du Moyen-Âge. Ensuite, on a une longue période d'invasion danoise scandinave, viking, qui en gros tourne autour des années du 9e et 10e siècle, avec l'installation de monarchies danoises, comme Knut le Grand par exemple. Mais période très agitée, avec des renversements réguliers entre anglais, anglo-saxons et danois. Et finalement, le départ de notre période, c'est 1066, c'est la bataille d'Hastings. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, un groupe de Normands vikings, donc installés en Francie occidentale, vous vous souvenez sans doute du traité de Saint-Clair-sur-Ebbe de 911, donc installés dans le duché de Normandie, à la suite de Rollon. Et donc, ces Danois, ces vikings, vont envahir l'Angleterre en 1066 sous la direction de Guillaume le Conquérant, qui réclamait le trône. Après la bataille d'Hastings où il va battre Harold, le prétendant anglo-saxon, qui lui-même, à la bataille de Stamford Bridge, quelques jours avant, avait battu les Danois. Toujours est-il que Guillaume le Conquérant va s'installer et donc créer une civilisation qui va être durable pour le coup, une civilisation anglo-normande. Alors pour présenter cette Angleterre médiévale, je vous propose un plan en trois parties. Une première partie sur la société féodale, deuxième partie sur la modernité de cette monarchie, et troisième partie sur les deux dynasties continentales. Et avec comme problématique la question pourquoi cette période est-elle considérée comme la naissance de la nation anglaise. Si vous prenez les grands dictionnaires d'histoire anglais, ils prennent souvent la date de 1066 comme point de départ de la nation anglaise telle qu'il la vit actuellement. Paradoxalement, alors même que pendant deux siècles, les élites vont parler français. Alors dans une première partie, nouveau modèle de société féodale que je vais traiter rapidement, qui fait suite à notre travail sur le Domesday Book, pour montrer que l'arrivée de Guillaume le Conquérant, qui était le duc de Normandie, et donc un duc extrêmement moderne dans son organisation du territoire, va avoir une conséquence sur toute la société anglo-saxonne, plutôt anglo-normande, avec l'organisation ex nihilo, qu'on retrouve dans le Domesday Book, la mise en dépendance de la population, les conséquences sur donc un phénomène de servage assez massif, et puis les prémices d'une société moderne, société anglaise qui sera toujours un peu en avance sur les autres régions d'Occident médiéval. Alors sur l'organisation ex nihilo, je ne reviens pas sur bien sûr le Domesday Book de 1085-1086, où Guillaume le Conquérant fait une grande enquête, et donc pour mesurer les richesses du territoire, la répartition des terres avec les grands de son entourage qu'il a richement doté, comme le comte de Mortagne, dont on a parlé. Donc voilà, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, donc on trouve d'ailleurs ici Guillaume le Conquérant sur la tapisserie de Bayeux avec son demi-frère Robert de Mortagne à sa droite, à sa gauche, pardon. Et donc le Domesday Book, dont cette carte ici nous fait un petit résumé pour montrer que voilà, non seulement on recense l'essentiel du territoire, mais ça va être aussi un moment où on va construire des châteaux, comme le comte de Mortagne à Berkhamsted, dont on a parlé. On crée des richesses, on organise le commerce. Voilà, un extrait de la copie tardive du Domesday Book, lancé en 1085, document extrêmement riche pour la compréhension de la féodalité anglaise, mais globalement de la féodalité occidentale, puisqu'en fait Guillaume le Conquérant importe en Angleterre ce qui fonctionnait dans le duché de Normandie, qui va être le modèle aussi de la future monarchie moderne française, à la suite de Philippe Auguste par exemple.
Alors la mise en indépendance de la population, j'y reviens pas non plus, on a parlé hein, dans le document sur le Domesday Book des différents types de paysans, mais globalement on note déjà la présence des Slaves, par la présence des Écossais païens encore, et aussi une dépendance forte, hein, accentuée et organisée. C'est-à-dire que dans l'Occident médiéval, il y a encore un système variable en fonction des régions, en fonction des traditions anciennes. Là, Guillaume le Conquérant fait table rase, donc instaure un système de manoir avec une population relativement soumise. Prémisse d'une société moderne. Alors oui, clairement, on a par exemple la création des universités qui est assez précoce, hein, celle d'Oxford en 1167 et de Cambridge en 1229. Et puis aussi, et ça apparaît dans le Domesday Book, le développement du commerce. Hein, donc l'élevage des moutons, la production de laine, qui va ensuite se coordonner avec le commerce de la mer Baltique, hein, l'Anse, dont Londres sera une ville importante. Et par extension, cette zone du commerce du nord de l'Europe hein, va se développer, échanger avec l'Italie du Nord et la Flandre, par exemple lors des foires de Champagne. Donc on va trouver dans l'Angleterre médiévale une expansion économique assez importante et qui apparaît dès 1085 dans le Domesday Book, hein, avec la volonté de Guillaume le Conquérant de chercher à enrichir les territoires. Vous vous rappelez dans ce texte où il dit ici il y a tant de richesses, on pourrait en produire tant. Alors, deuxième élément vraiment intéressant, la monarchie moderne. Pour montrer que ce royaume anglo-normand va avoir une monarchie extrêmement bien organisée, modèle pour la France, plus tard, quand Philippe Auguste s'inspirera de Richard Cœur de Lion. Aussi une relation spécifique avec la religion, et un partage des pouvoirs étonnamment précoce. Alors on dit souvent hein, que le duché de Normandie de Guillaume le Conquérant et de ses prédécesseurs est un modèle d'organisation féodale et politique, avec une répartition des châteaux tout à fait régulière, avec une féodalité très respectée, très hiérarchisée. Et donc c'est ce qui va s'imposer. Hein. La common law, donc, qui est une loi qui va être écrite, et ça c'est quelque chose d'assez rare à l'époque, organise les relations entre les hommes, la justice. Le Domesday Book, c'est bien un bon exemple du recensement dans le but hein, de produire un impôt. Par exemple, le royaume anglo-normand sera le premier à instituer l'impôt pour la rançon pour libérer Richard Cœur de Lion. Dans un exposé de vos camarades, hein, on avait ce document que je trouvais. Alors, évidemment, la miniature est anachronique, mais elle nous intéresse puisqu'on va reparler de l'assassinat de Thomas Becket. Mais à gauche, vous aviez une petite synthèse hein, des progrès politiques à l'époque anglaise et à l'époque d'Henri II en particulier. Donc les réformes monétaires, organisation de l'administration, hein, avec un chancelier de l'échiquier, la common law, la justice pour tous et juges itinérants, et on verra la constitution de Clarendon qui en 1164 organise la relation entre la monarchie et l'Église. Justement, parlons-en de cette modernité avec l'autorité renforcée sur la religion. Je vous ai mis ici une miniature qui, elle, est d'époque, enfin 13e siècle, c'est un peu plus précoce, moins réaliste, mais intéressante, où on voit effectivement cet événement incroyable, en 1170, l'assassinat de Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury, par des chevaliers à la solde du roi. En tout cas, c'est ce qui ressort de la plupart des études sur le sujet, et qui donc montre comment le roi veut dominer l'Église, à contre-courant de la réforme grégorienne bien engagée. Alors dans la relation entre l'Église et la monarchie anglo-normande, on a plusieurs étapes. En 1066, j'en ai pas parlé, mais Guillaume le Conquérant part avec l'approbation du pape, car il lui promet de diffuser la réforme grégorienne. On est en pleine période hein, de la querelle des investitures. En 1080, lors du concile de Lillebonne, les Anglais instituent la trêve de Dieu. Donc finalement, ils portent la parole du pape, mais avec ceci dit, une parole avant tout relayée par le roi. Alors, en 1164, la constitution de Clarendon, c'est l'œuvre de Henri II Plantagenet, qui veut vraiment contrôler l'église anglaise, sans que le pape ait à intervenir. Ce qui va créer une émotion, et en particulier l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, va s'y opposer. Avec la conséquence qu'on connaît, en 1170, il est assassiné. Donc,
une monarchie qui s'est très vite libérée de la tutelle ecclésiastique, bien plus tôt que les autres. Un modèle qu'on trouvera d'ailleurs à l'époque moderne, hein, vous vous en doutez, avec la création de l'anglicanisme. Et puis, dernier point intéressant, c'est le partage des pouvoirs. Qui là, vraiment, nous montre un phénomène qu'on retrouvera dans beaucoup de monarchies européennes, mais des siècles plus tard. Alors, la date symbole, c'est la Magna Carta, la Grande Charte de 1215. Revenons un peu en arrière. Henri II Plantagenet est donc contesté par ses barons. En 1173, on a une première révolte des barons, qui sera d'ailleurs soutenue par le fils d'Henri II, Richard. Alors ces révoltes vont continuer, en particulier sous le règne de Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion, et aboutiront à une victoire, avec la Grande Charte qui institue pour la première fois un partage du pouvoir, au sens où le roi est obligé de réunir une assemblée de barons pour décider avec lui. Cette révolte va continuer, et en 1258, nouvelle victoire des barons, sous la direction de Simon de Montfort, avec la miniature que vous avez ici. Et donc du coup, Simon de Montfort va gagner et imposer une sorte de constitution, la provision d'Oxford. Et cette constitution institue de manière encore plus régulière une réunion d'une assemblée de nobles et de chevaliers, parce que le texte va être modifié l'année suivante par les provisions de Westminster. Bon, tout ça aboutira avec une nouvelle défaite du royaume en 1264 par ce qu'on appelle la mise d'Amiens, où là, désormais, les barons contrôlent et Simon de Montfort apparaît véritablement comme l'homme fort du royaume, en tant que chef des barons. Alors donc, ce qu'on peut dire de cette période-là, c'est que dès cette période et de manière durable, le roi a appris à partager le pouvoir avec l'assemblée des nobles, et même des chevaliers, c'est-à-dire des petits nobles, donc, dans un modèle oligarchique plus que monarchique. Alors, pour terminer, on peut distinguer dans cette Angleterre anglo-normande médiévale deux pôles politiques importants, l'Empire anglo-normand en Méditerranée et les Plantagenets. Alors l'Empire anglo-normand d'abord, phénomène assez étonnant, qui en gros se résume par le fait que dès le XIe siècle, des Normands venus du duché de Normandie ou d'Angleterre vont partir comme mercenaires combattre en Méditerranée. Alors en Espagne, où ils vont participer d'ailleurs à la Reconquista, on pense par exemple à la bataille de Barbastro en 1064, et puis ensuite en Italie du Sud, où ils sont d'abord mercenaires pour les Lombards, puis ils changent de camp et se retrouvent avec les Byzantins. Du coup on aura des Normands qui sont même généraux dans l'Empire byzantin, et puis on les retrouvera aussi sur les côtes africaines et lors des croisades, avec en particulier Bohémond de Tarente. Ce qui va créer une sorte d'empire normand de Méditerranée, avec deux pôles surtout, ce qu'on appellera le royaume de Sicile, avec l'Italie du Sud et la Sicile, avec Robert Guiscard par exemple, et puis les États latins d'Orient, avec la principauté d'Antioche et la principauté de Galilée, qui seront sous autorité normande aussi. Donc, deuxième point sur les grands empires anglo-normands, c'est les Plantagenets. Alors les Plantagenets, ce qu'on appelle l'empire Plantagenet, qu'on voit sur cette carte-là, c'est-à-dire l'Angleterre bien sûr, et puis tout l'ouest de la France actuelle, qui bien sûr débute par le duché de Normandie et comté d'Anjou de Touraine, puisque les Plantagenets sont issus des comtes d'Anjou, et puis l'Aquitaine qui se rajoutera avec le célèbre mariage d'Henri avec Aliénor d'Aquitaine. Donc les deux rois les plus importants du domaine Plantagenet, c'est Henri II, Plantagenet, et puis Richard Cœur de Lion, on va en reparler. Alors sur cette carte on voit bien l'évolution, avec pour les Plantagenets au départ le comté d'Anjou, Anjou-Touraine, Foutnéa, au début du XIe siècle, puis le duché de Normandie, acquis en 1144, en 1152, le mariage de Henri avec Aliénor d'Aquitaine qui lui apporte tout le territoire d'Aliénor d'Aquitaine, c'est-à-dire en gros le duché d'Aquitaine. Et donc tout cela va s'ajouter à l'Angleterre. Puis la Bretagne qui se rajoutera en 1166, mais de manière épisodique. Donc Henri Plantagenet, 1154-1189, construit cet empire. Son fils Richard Cœur de Lion
va continuer à le développer, enfin plutôt à l'enrichir, même si on sait que Richard Cœur de Lion va avoir un règne assez dispersé, d'une part parce qu'il est plus souvent en Normandie qu'en Angleterre, qui va partir en croisade, qui va traverser toute l'Europe pourchassé par les autres princes européens, une véritable aventure, qui le refera passer par le château de Loges d'ailleurs. Et puis Jean Santerre, le frère de Richard, connu pour l'histoire de Robin des Bois, le prince Jean, qui sera lui roi assez longtemps. Par contre, qui se caractérisera par la défaite, ce qui fera que à la fin de son règne, il perdra quasiment toute la partie française de son royaume, y compris la Normandie, gagnée par Philippe Auguste. Sur la zone de la Grande-Bretagne, on notera que les Plantagenets vont conquérir le pays de Galles en 1283-84 et l'Écosse en 1306-1329. Ça restera une conquête fragile. Voilà, pour conclure sur cette monarchie anglaise médiévale, on peut dire que dès le XIIIe, XIVe siècle, on rentre dans la modernité, peut-être plus vite que les autres monarchies occidentales, et que ça va nous emmener bien sûr à la guerre de 100 ans, dont on ne traitera pas le sujet dans ce TD. Alors c'est quand même l'occasion de rappeler qu'un des plus grands rois d'Angleterre du XIVe, c'est Édouard III d'Angleterre, 1327-1377, célèbre pour sa victoire à la bataille de Crécy, bien sûr. Édouard III et sa grande chevauchée dans l'ouest de la France, qui se conclura par Crécy, et donc par la reconquête de la Normandie, d'une partie de la Normandie. Si on prend la carte, d'ailleurs, on voit que au début du XIVe, les Anglais avaient presque tout perdu, à la suite de Jean Santerre, il ne restait plus que la Guyenne. Donc, on voit qu'il y a une évolution assez nette, puisque au début du XIVe, les Anglais n'avaient presque plus rien par la Guyenne. Après la victoire d'Édouard III, ils vont reconquérir une partie de l'Aquitaine. Et puis, on se retrouvera même au XVe siècle, avec de nombreuses victoires dans la bataille d'Azincourt en 1415, avec tout le nord de la France qui sera conquis par les Anglais alliés aux Bourguignons. Période assez courte, puisque après Jeanne d'Arc, bien sûr, et Charles VII, toute la France sera reconquise. Ce qui mettra fin à cet empire plantagenet une fois pour toutes. Mais la dynastie Plantagenet va quand même durer jusqu'en 1485, ce qui fait qu'elle aura duré de 1154 à 1485. Voilà pour cette petite synthèse sur l'Angleterre médiévale. Je vous encourage à aller lire les ouvrages spécialisés pour plus de détails. Je vous remercie.